Bonjour et bienvenue à Échangeurs Turcotte, une émission où on discute d'enjeux, de sujets importants pour les gens de la MRC Montréal-Chapdelaine. On tente de créer des dialogues, de réfléchir autrement et de prendre le temps surtout de bien vous informer. Cette semaine, on va parler d'un enjeu dont on entend de plus en plus parler, heureusement, et qui amène diverses problématiques. On va en discuter avec Roxane Bouchard. On va parler de santé mentale. Roxane, qui est conseillère en promotion et en prévention de la santé mentale pour Santé mentale Québec-Lac-Saint-Jean. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Bonjour, Roxane. Bonjour, ça va bien? Ben oui, ça va bien. Avant de débuter, là, il y a quelque chose qui m'intrigue dans ton titre. On parle de promotion et prévention. On fait la promotion de la santé mentale et la prévention des problématiques. Est-ce qu'il faut le comprendre comme ça? Oui, exactement. Donc, en fait, quand on dit qu'on va miser sur les facteurs de protection d'une personne, ça se trouve à être la promotion. OK. Donc, tout ce qui va aider, en fait, une personne à maintenir une santé mentale positive, telles que, par exemple, l'estime de soi, les 7 astuces dont je pourrais vous parler un petit peu plus longtemps tout à l'heure. Compte sur moi. Et lorsqu'on parle de prévention, c'est qu'on va essayer d'influer sur les facteurs de risque d'une personne. Donc, tout ce qui pourrait, au contraire, induire en une problématique de santé mentale, telles que, par exemple, l'anxiété, stress, isolement, et j'en passe. Est-ce que j'ai raison de penser ou d'avoir l'impression que dans l'actualité, en ce moment, on en parle de plus en plus de problématiques de santé mentale? On met beaucoup ça sur le dos de la COVID, là. Mais j'ai l'impression, moi, que c'était là beaucoup avant, mais on en parlait peut-être moins. Est-ce que je me trompe? C'est dur à dire. C'est sûr que je pense qu'on essaie de voir un peu plus ça, d'en parler un peu plus, parce qu'il y a eu beaucoup de tabous, puis il y en a encore par rapport à la santé mentale, à la maladie aussi, aux enjeux. Par exemple, à chaque fois que je donne mes conférences, puis que je demande aux gens qu'est-ce que la santé mentale, il y en a encore qui pensent que c'est de ne pas avoir de maladie, que c'est de ne pas prendre de médication, et ainsi de suite. Okay. Donc, il y a encore énormément de tabous à ce sujet-là. Et on dit même que le 2/3 des gens ne vont pas chercher d'aide par peur d'être jugés par autrui. C'est une personne sur 2 qui ne le dira même pas aux membres de leur propre famille par peur d'être jugé. Mais c'est vrai que quand on a, je sais pas, une grippe, une maladie, on va le dire, puis les gens vont faire « Ah, ça va », mais quand on a une maladie mentale, il y a encore des tabous, une gêne ou une appréhension, un jugement face aux gens qui comprennent pas. Oui, ça, c'est certain. Je suis pas mal certaine que demain matin, un de nous deux se fracture la jambe. On n'est pas trop gêné d'aller à l'hôpital pour se faire mettre un plâtre. Mais c'est tout autre chose lorsque c'est une blessure au niveau psychologique, là. D'où la raison pour laquelle, justement, on essaye de sensibiliser, d'informer à ce sujet-là. Puis ce qui est difficile avec la santé mentale, les enjeux en santé mentale, c'est parce qu'on la voit pas. Ouais. C'est pas comme la santé physique. C'est la santé physique, on est capable de le voir visuellement. Et puisqu'on n'est pas capable de le voir, des fois, c'est un peu ça qui fait en sorte que les gens vont stigmatiser ça. Auto-stigmatisation aussi qui existe beaucoup. Donc, à travers tout ce qu'on entend dans la société, il y a des gens qui n'iront pas chercher d'aide à cause de ça, puis qui vont eux-mêmes s'empêcher, dans le fond, d'aller chercher de l'aide, qui va faire en sorte, au contraire, que ça va détériorer leur état. C'est quoi la santé mentale? Non, partons du début, là. Oui. Tu dis, quand tu parles de ça aux gens, ils te répondent, ils ont une mauvaise appréhension de ce que c'est, mais c'est quoi pour toi, là? Ou comment tu le définirais, là? La santé mentale, ça se trouve à être un équilibre dans chacune des sphères de nos vies. Par exemple, dans la sphère physique, qui a trait à notre état de santé général, notre génétique. Ça va être la sphère spirituelle, qui n'est pas forcément en lien avec la religion, mais plus ma capacité à trouver un sens aux choses. Ça va être ma sphère émotionnelle, donc comment j'accueille mes émotions, comment je les vis, comment je les exprime. La sphère mentale, évidemment, donc comment je suis capable de faire face aux obstacles de la vie, donc ma capacité de résilience. Il y a la sphère sociale aussi. Donc, si j'ai un entourage qui me soutienne beaucoup versus je vis de l'isolement, de la solitude, ça aussi, ça va jouer sur ma santé mentale. Et finalement, la sphère financière. Donc, si j'ai les moyens de subvenir à mes besoins versus je vis un stress financier constant, tout ça, ces sphères-là, ça va jouer sur la santé mentale. Alors, c'est un équilibre entre ces sphères-là qui va me permettre d'agir, de réaliser mon potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie. Ça n'empêchera pas les difficultés d'arriver dans nos vies, malheureusement, mais du moins d'y faire face avec un peu plus de sérénité, d'apporter une contribution à la communauté. Donc, en gros, la santé mentale, c'est un état de bien-être général.
Puis quand on parle souvent des problématiques de santé mentale, j'ai l'impression que les gens associent ça à des cas très lourds, là, schizophrénie. Schizophrénie, oui. J'en connais pas d'autres, excuse-moi. Non, mais on dirait là, qu'on va rendre ça très gros, quand finalement, la majorité des gens peuvent avoir de légères problématiques. Tu parlais d'anxiété ou de stress. Je pense que ça nous arrive tous. Le stress financier, j'ai vécu ça combien de fois dans ma vie. Donc, c'est quelque chose, en fait, qu'il faut normaliser pour être capable d'en parler sainement. Effectivement, on dit que la dépression, c'est surtout celle qui ressort le plus, en fait. Ça se trouve à être la deuxième cause d'invalidité à l'échelle mondiale après les maladies cardiaques. Okay. Donc, la dépression fait vraiment partie, justement, des troubles, des enjeux en santé mentale qu'on voit beaucoup. L'anxiété, notamment le trouble d'anxiété généralisée, on en voit de plus en plus aussi. Vous avez parlé tout à l'heure de la pandémie. Bien, c'est pas pour rien qu'on en parle davantage, parce qu'on dit qu'une personne sur 2 souffrait de problèmes d'anxiété pendant la pandémie. Donc, c'est normal là, qu'on a abordé un peu plus le sujet, j'imagine. Oui, clairement. Donc, faisons la promotion et la prévention. Dans la sphère promotion, qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans? On retrouve... Donc, ce que j'ai compris de ce que tu m'as dit, c'est un peu comme les saines habitudes de vie. Là. Comment garder ou maintenir cet équilibre-là? C'est ça? En fait, quand on dit qu'on parle de promotion, c'est qu'on va parler des facteurs de protection, donc tout ce qui peut aider à maintenir une santé mentale positive. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a l'estime de soi, les 7 astuces. Okay. Estime de soi, c'est notre perception de nous-mêmes. Comment on va être capable, en fait, des fois, je ne veux pas dire, il y a des gens qui vont peut-être associer ça à de la prétention ou de se trouver. Mais non, on a le droit de se trouver bon puis de se trouver compétent. Là. Je pense qu'il y a un équilibre à trouver là-dedans. Oui, effectivement, mais c'est pas faux ce que vous dites parce que quand on en parle justement de l'estime de soi, on mentionne le fait que ça se trouve à être le dénominateur commun de la détresse psychologique et ça chez les personnes de tous âges. Donc, autant chez les enfants que les adolescents, les adultes et les aînés. Donc, c'est vraiment un gros fléau, le manque d'estime personnelle. Et pourtant, c'est ce qui va protéger énormément notre santé mentale. Donc, nous autres, on fait souvent la métaphore par rapport à un parapluie. On dit que l'estime de soi, ça se trouve à être comme un parapluie pour la santé mentale. Donc, au même titre que le parapluie me protège des intempéries, bien, mon estime personnelle va protéger énormément ma santé mentale. Donc, ça se trouve à être un des facteurs de protection là, qui compte pour beaucoup pour aider au bien-être des gens. Puis, non, il y a des gens qui ont plus confiance en eux, qui ont une meilleure estime d'eux, puis d'autres moins. Bon, je ne veux pas juger du pourquoi. Maintenant, quand on a ce constat-là, on fait quoi pour gagner en estime de soi? Eh bien, on en parle justement dans une de nos conférences qui se trouve à être les 7 astuces pour se recharger. Donc, ça se trouve à être 7 solides fondations pour le maintien d'une santé mentale positive. Les 7 astuces, c'est beaucoup pour l'estime de soi. En fait, il y en a une qui se trouve à être s'accepter. Donc, juste, je vais vous nommer les 7 astuces. Excuse-moi, là, ça va vite, là. Donc, la première, c'est agir. Donc, tout ce qui est en lien avec sortir de sa zone de confort, de rechercher des défis, des obstacles, toujours dans des objectifs qui sont réalistes toutefois. D'éprouver de la gratitude. C'est ce qui consiste un peu en l'astuce agir. Ensuite, on a la deuxième astuce qui est ressentir. Donc, l'accueil des émotions, comment je les vis, comment je les exprime. La troisième, c'est s'accepter. OK. Donc, qui réfère directement à l'estime de soi. OK. Donc, c'est là, en fait, là, qu'on va parler de comment est-ce qu'on peut faire pour s'estimer davantage, de ne pas voir ça comme de la vantardise, l'égocentrisme, comme vous avez dit tout à l'heure. Avant de continuer sur s'accepter, je vais quand même nommer les 4 autres astuces. On va prendre le temps de tous les passer, inquiète-toi pas. Donc, la 4e, c'est se ressourcer. Donc, de faire des choses qui nous font du bien, qui vont provoquer du plaisir, de la détente. Ça, c'est différent d'une personne à l'autre, bien entendu. Donc, vous pouvez aimer la lecture et moi non. Tout dépend de ce que vous aimez finalement. La 5e astuce, c'est découvrir. Donc, tout ce qui est en lien avec l'ouverture d'esprit, la curiosité, la déconstruction aussi des préjugés. Oui. La 6e étant choisir, donc de faire des choix en fonction de ses limites, de ses valeurs, de ses priorités. Ouais, les mauvais choix, là, oui. Oui, et la 7e qui est créer des liens, donc s'entourer de relations qui sont bienveillantes. OK. Donc, revenons. L'estime de... Moi, écoute, là, je comprends, là, mais moi, je vais te déconstruire un peu tout ça, là, je suis désolé. L'estime de soi, ça m'intéresse, parce que je connais des gens, par exemple, que je le vois, là, qui sont extraordinaires, là, ils sont brillants, mais ils ont très peu d'estime en eux.
Est-ce que c'est possible, moi, d'aider quelqu'un à s'apprécier davantage? Oui, c'est possible. Oui? Je vous dirais que principalement, c'est d'essayer de le recentrer sur ses valeurs. Parce que la raison principale pour laquelle les gens manquent beaucoup d'estime, ce qui ressort le plus souvent, autant chez les femmes que chez les hommes, c'est l'apparence physique. Okay. Alors, c'est d'essayer de le recentrer, de lui dire c'est quoi tes priorités, c'est quoi tes valeurs dans la vie. Ouais. C'est très rarement l'apparence physique qui est répondue. C'est plus la famille, les amis qui est la priorité, la valeur principale. Alors, c'est de le recentrer là-dessus, de dire est-ce que tu considères que tu es un bon père, un bon frère, un bon amant, un bon... peu importe. Bref, ce qui réfère à sa valeur à lui. Et c'est à travers ça, en fait, qu'il devrait bâtir son estime personnelle, à travers des choses qui ont de la valeur à ses yeux, et non des choses qui n'ont pas d'importance, telles que l'apparence physique. Puis ça, souvent, ça vient des autres. Hein? Ça vient du constat de société. Là. On ne peut pas parler de réseaux sociaux. Mais bref, je pense qu'on a cette vision-là, là, qu'on est observé ou de quoi on va avoir l'air. S'en foutre, des fois, c'est difficile aussi, j'imagine. Là. Oui, effectivement. Fait que oui, c'est un bon... OK. Fait que là, on est dans l'estime de soi. Moi, je reviens où on était au départ. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on peut... qui est un peu la base, en fait, de ce qu'on est. Puis au niveau de on est toujours dans la promotion. Il faut que je fasse attention. Hein? C'est pour ça que j'ai des petites notes. Donc, dans la promotion, donc apprendre à avoir une bonne estime de soi. Ensuite, qu'est-ce qui peut nous aider? Comment on fait la promotion? En fait, qu'est-ce pour promouvoir la santé mentale ou les bonnes habitudes de santé? Tu me disais l'estime de soi, après ça, on a dit plein, mais là, je les ai toutes. Oui, c'est ça, il y a beaucoup d'astuces, là. En fait, on peut aussi prendre toutes ces astuces-là séparément. Nous, on en fait des conférences. OK. Donc, c'est notre manière à nous de promouvoir les saines habitudes de vie en santé mentale. Donc, d'informer, de sensibiliser. Et non, on a justement une de nos conférences qui est dédiée à l'estime de soi. Donc, à travers tout ça, on va informer par rapport à c'est quoi l'estime de soi. On va donner aussi des astuces pour essayer d'améliorer son estime personnelle. Je vous donne un exemple, juste une activité qu'on fait parfois puis qui est extrêmement difficile pour les gens, c'est de juste nommer 10 forces. C'est très difficile pour les gens. On dit qu'environ le tiers des gens sont en mesure de nommer leurs forces, mais c'est le 2 tiers qui ne sera pas en mesure de le faire. Et ça arrive très régulièrement pendant que je donne cet exercice-là. Il y en a qui me disent « Non, je ne suis pas capable. » Ben non, vous êtes capable d'en trouver 10 minimum. Si vous êtes capable d'en trouver plus, tant mieux. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est de dire « Pensez à toutes les choses que vous avez réalisées et dont vous êtes fiers. » Donc, se définir par ce qu'on accomplit dans la vie plus que par ce que les autres vont en penser? Oui, mais pas forcément. En fait, c'est de penser à ces choses-là que vous avez réalisées et quelle force vous a permis de réaliser cette chose-là. Donc, si je prends en exemple le fait de donner une conférence, bien, qu'est-ce que ça me prend comme force, moi, pour donner une conférence? Bien, je dois avoir une bonne aisance devant le public, je dois avoir une bonne communication verbale, je dois être organisée, je dois me faire aussi un PowerPoint, donc je dois avoir une bonne... je dois être bonne graphiquement parlant. Donc, c'est de ressortir ces forces-là par rapport à la réalisation et de le faire pour d'autres choses que vous avez réalisées. Et souvent, ce que vous allez vous rendre compte, c'est que dans ces réalisations-là, il y a des forces qui ressortent dans à peu près chacune des réalisations. Donc ça, c'est les piliers, c'est les forces qui sont les plus marquantes pour vous. Et c'est de les écrire, ces forces-là. De ne pas avoir peur de se faire une feuille, d'écrire les 10 forces, voire plus. Et dans des moments où, justement, on a peut-être les blues, on se sent un peu moins bien, bien de vérifier cette feuille-là. Puis de se dire que c'est normal qu'il y ait une journée, que peut-être que mon estime personnelle va moins bien se porter, peut-être que l'autre jour, ça va bien aller. Tu sais, c'est un peu comme la santé mentale. Quand on vit des difficultés, bien, c'est sûr que notre santé mentale ne sera pas toujours au top, puis elle ne sera pas non plus toujours en bas. C'est d'essayer de maintenir un équilibre. Ça se peut qu'il y ait des variations, que ça fasse un peu comme des montagnes russes, et c'est normal. Ça va être la même chose avec l'estime de soi. Ce qui va, par exemple, faire en sorte que mon estime va diminuer, c'est quand je fais des actions qui ne sont pas en accord avec mes valeurs, qui ne sont pas fidèles à moi-même. Je vous donne un exemple très banal, mais que je suis pas mal certaine, tout le monde a déjà fait. Dire oui quand on veut dire non. Ça nous tente pas, mais... On le fait pas pour nous, on le fait pour faire plaisir aux autres. Je dis pas que c'est mauvais nécessairement, mais ça fait en sorte que ça peut baisser mon estime parce que je ne ferai pas nécessairement quelque chose qui va être en accord avec ce que je veux réellement.
On a l'impression de ne pas se respecter, en fait, dans ce qu'on est. Effectivement. Donc, juste ça, bien, ça peut faire en sorte que mon estime va diminuer, mais ça va remonter après et ainsi de suite. Donc, de ne pas s'en faire si une journée, ça va moins bien, ça ne veut pas dire que ça va aller de moins en moins bien. C'est juste normal. Bon. Non, mais c'est sécurisant aussi de penser ça. Puis, je reviens à ton idée de conférence, là, on va revenir aux astuces, mais tu sais, pour aller assister à ces conférences-là, il faut aussi qu'à quelque part que tu réalises que tu as peut-être un besoin. Mais est-ce que, je suis peut-être complètement dans l'erreur, là, des fois j'ai l'impression qu'il y a des gens qui en auraient besoin, mais ils ne réalisent pas ou ils ne pensent pas qu'ils en ont besoin. Comment on les amène à réaliser qu'ils ont peut-être un besoin, puis qu'ils ont pas, sans dire avoir besoin d'aide, mais avoir besoin peut-être de techniques, de trucs ou de comment d'apprendre à se valoriser, je ne sais pas. C'est clair ma question? C'est clair, mais je vais rectifier parce que quand on donne des conférences, on est dans la promotion. Il faut comprendre que la promotion, bien, ça cible l'ensemble de la population parce que tous, on peut vivre avec des facteurs de protection. Donc, ce n'est pas forcément des personnes qui en ont besoin. Puis souvent, je le mentionne aussi quand je donne mes conférences, des 7 astuces. C'est toutes des choses que consciemment, on le sait. On le sait qu'il faut créer des liens, on le sait qu'il faut vivre ses émotions, qu'il faut s'accepter, blablabla. Mais est-ce qu'on le fait vraiment? Est-ce qu'on le met en pratique? Et c'est là le point crucial, en fait, de la conférence, c'est de faire prendre conscience aux gens. Ouais, peut-être que des fois, je prends pas un moment pour faire des choses que j'aime, pour me ressourcer. C'est vrai que peut-être des fois, je m'accorde pas le droit de vivre mes émotions et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment de prendre cette conscience-là et non d'apprendre des nouvelles choses nécessairement. Oui, on va apprendre certaines choses, mais c'est toutes des choses qui, consciemment, des fois, on le sait. Mais tu as raison, je peux avoir l'impression que c'est pas pour moi, mais que finalement, un jour, peut-être, j'en aurai besoin parce que, comme tu dis, on a des variations dans notre vie. Intéressant. Revenons aux 7 astuces. Là, on a fait... écoute, se valoriser. On a parlé plus de s'accepter. S'accepter, excuse-moi. Là, c'était la 3e. Là, je suis un peu. La première, c'était, excuse-moi, mais on va faire le tour. C'est bien correct. Très intéressant. La première, c'était... Agir. Agir, être dans l'action. Oui. Pas être dans la... Là, j'essaie, moi, je m'essaie, OK? Donc, pour moi, ce que ça veut dire, c'est donc être dans l'action, pas être dans la... Ah, ben là, faudrait, non, le faire. Ça, c'est valorisant, ça? C'est quelque chose qui va nous aider? Oui, en fait, ce qu'on dit souvent, c'est qu'agir, c'est sortir de sa zone de confort. OK. Connaissez-vous la zone de confort? Oui, non, je la connais pas, tiens. Comment tu me définirais ça, la zone de confort? Donc, en fait, la zone de confort, c'est là où je me sens en sécurité. C'est des actions que je suis habituée de faire au quotidien parce que, c'est ça, je les fais quotidiennement. Et donc, ça n'engendrera pas pour moi du stress ni de l'anxiété parce que je suis dans ma zone de confort. Donc, agir, c'est pas faire à souper ce soir parce que ça, je le fais tous les jours. À moins que vous essayiez une nouvelle recette, non. Ouais, OK, je comprends. Super. Donc, quand on essaie de sortir de cette zone-là, ce qui arrive, c'est qu'on va arriver dans la zone de la peur et des risques. Ouais. Alors, qu'est-ce qui arrive quand on ressent de la peur? Bien, notre mécanisme de défense, c'est de revenir en arrière, de revenir dans la zone de sécurité, dans la zone de confort, parce que c'est précisément dans cette zone-là que je vais ressentir justement le stress et l'anxiété. Alors, on a tendance à penser que quand on sort de notre zone de confort, ça nous fait ressentir du stress, de l'anxiété. C'est pas faux, mais ça va faire en sorte que je vais diminuer son intensité par contre. Donc, je vous donne encore mon exemple de conférence. Bien, si à ma première conférence, c'est normal, j'ai ressenti du stress, de l'anxiété, peut-être que j'y pensais la veille, donc j'ai pas eu une très bonne nuit de sommeil. Mais si j'avais décidé de juste faire « Ah non, moi finalement, je la donne pas cette conférence-là », puis qu'à un moment donné, dans un autre contexte, j'ai à la donner, bien là, je vais la ressentir encore, cette anxiété-là. Probablement plus, même. Probablement plus, alors que si j'avais décidé de la donner, puis que la deuxième fois, je suis invitée à donner la conférence, bien probablement que le stress, l'anxiété que j'ai vécu, je vais peut-être encore la vivre, mais à moins forte intensité. Parce que tu vas être en terrain connu, puis ça va t'amener quelque part aussi de l'estime de soi, parce que tu vas accomplir ou réaliser quelque chose. Oui. Fais-tu des bons liens? C'est en plein ça. OK. Donc, on incite les gens, en fait, à sortir de leur zone de confort, ce qui va diminuer leur stress, leur anxiété.
Et bien entendu, quand je réussis à sortir de ma zone de confort aussi, bien, je fais des nouveaux apprentissages, j'apprends des nouvelles choses et j'atteins la zone, en fait, de la croissance qu'on appelle, où les objectifs que je m'étais fixés, bien, je les ai atteints, j'ai réalisé mes rêves. Alors, ressort de là, comme vous l'avez dit, une bonne estime de soi et on est fier de soi. Donc, ça consiste à ça, là, de sortir de sa zone de confort. Oui, j'aime ça. OK, donc on a agir. Deuxième astuce. Avant de passer à la deuxième... Non, je vais trop vite, moi. C'est moi qui n'arrête pas de parler. Oui, c'est correct. Agir, on dit aussi que c'est d'avoir de la gratitude pour les petites choses du quotidien. C'est quelque chose qui n'est pas nécessairement évident à faire parce que l'humain a tendance à retenir davantage le négatif. Et ça se trouve à être vraiment un mécanisme biologique qui est normal. Okay. Donc, c'est vraiment parce que pour la survie de l'espèce, bien, toutes les émotions qui sont dites agréables n'ont pas été forcément utiles. Ouais. Je donne un exemple. Si nos ancêtres devaient faire face à des mammouths puis qu'ils ressentaient de la joie et voulaient aller flatter le mammouth, pas sûr qu'on sera encore là pour s'en parler aujourd'hui. Donc, tout ce qui est d'émotions plus désagréables comme la peur, tout le stress et tout ça, bien, ça nous a permis de survivre. Alors, l'humain fonctionne encore de cette façon-là. Okay. On va avoir tendance à retenir davantage le négatif. L'exemple que je donne souvent dans mes conférences, c'est si, par exemple, je suis au travail, que je prends mon petit café au soleil, le soleil illumine mon visage et je me sens radieuse, mais que 5 minutes plus tard, j'ai une dispute avec ma collègue. Ça me surprendrait que j'arrive le soir chez nous et que je dise à mon conjoint « Écoute, je me sentais super radieuse au soleil aujourd'hui. » On va plus parler de ce qui a mal été. C'est ça. Je vais probablement lui raconter ma chicane avec ma collègue. En tant que telle, c'est pas grave parce que ça fait du bien aussi de libérer ces choses-là. Mais on peut quand même contrer ça en essayant de nommer à chaque jour 3 choses ou plus qui ont été positives. Et ça, c'est un exercice qu'on fait aussi dans cette conférence-là. Donc, de nommer 5 choses qui ont été positives et ça peut être le plus banal possible, comme j'écoutais la radio puis ma musique, une musique que j'aime beaucoup a passé, mon café était donc bien bon, j'ai écouté ma petite série Netflix. Donc, bref, des petites choses qui nous ont fait du bien. Puis ce qui se passe, c'est que quand on écrit ces choses-là, par exemple, les 3 choses ou 5 choses qui sont arrivées dans la journée de positif, bien, on regarde notre feuille puis on se dit « Hey, j'ai passé une belle journée, dans le fond. » Bien oui. Non. Mais l'inverse aurait été possible aussi. Ouais. Si j'avais nommé juste le négatif, je me serais dit « Hey, pas passé une belle journée aujourd'hui. » C'est vrai. Nous, je rentre de travailler, on se parle, hein, comment était ta journée? Souvent, c'est les irritants qui vont ressortir en premier. Ouais. Mais des fois, il y a des bons coups aussi, puis c'est là-dessus qu'il faut bâtir, j'ai l'impression. Effectivement. Donc, c'est un peu en ça que consiste l'astuce agir. OK. J'aime ça. Je suis pas pire à date. Deuxième astuce. Ressentir. Donc, tout ce qui a trait, en fait, à comment j'accueille, comment je vis et comment j'exprime mes émotions. Et je pose souvent la question, est-ce que c'est correct de vivre et d'exprimer ses émotions? Tout le monde me répond, ah oui, c'est correct. Et là, la deuxième question, c'est, le faites-vous? Et là, il y en a un peu moins qui répondent oui. Donc, est-ce que c'est toujours bon de nommer ses émotions? Je veux dire, il y a des situations, des fois, dans la vie où c'est toujours positif? C'est positif. Ce que vous me dites en ce moment, ça se trouve à être la régulation émotionnelle ou le travail émotionnel, qui consiste à pas nécessairement exprimer ses émotions sur l'instant présent. Je donne un exemple. Si une infirmière a annoncé à une famille que le membre de leur famille est décédé, bien, je ne suis pas sûre que si elle se met à pleurer avec la famille, ça va être super professionnel. Au même titre que s'il y a un client mécontent qui arrive dans un magasin qui est en colère, puis que je commence à être en colère avec lui aussi, ce ne sera pas professionnel non plus. Donc ça, c'est normal qu'en contexte de milieu de travail surtout, on va faire un travail émotionnel. Okay. C'est-à-dire qu'on va contenir un peu son émotion pour le bien de la situation. Une bonne grande respiration. Mais il faut faire attention à faire de la régulation émotionnelle et non de l'évitement émotionnel. L'évitement, c'est comme si on les tasse, puis on fait comme s'il n'existait pas ces émotions-là. On l'enfouit à quelque part. Oui. Okay. Donc, on fait juste l'enfouir à l'intérieur de soi sans lui donner la place de se libérer. La régulation émotionnelle, c'est que je vais prendre conscience de cette émotion-là. Je vais prendre conscience, OK, en ce moment, je me sens en colère, je suis irritée, mais là, c'est pas le moment. Alors, plus tard, je reviendrai avec cette émotion-là pour la vivre et je pourrai peut-être la nommer à ma supérieure, à une collègue de travail, en discuter dans un groupe de discussion entre pairs. Ventiler. Ventiler, c'est ça. Mais de pas juste
la contenir à l'intérieur de soi. Parce que si je fais juste toujours contenir mes émotions, qu'elles s'accumulent, ben, à un moment donné, ça va soit exploser ou imploser. Et c'est pas ça le but. Donc, c'est vraiment le travail émotionnel, ça se trouve à être de, oui, je prends conscience de mes émotions, mais je les mets juste de côté un instant, puis je les vivrai peut-être un peu plus tard lorsque le contexte sera plus approprié. Puis est-ce que, par exemple, je suis d'une situation, là, que ce soit au travail ou à la maison ou ailleurs, où je régule souvent mes émotions, là, mais à un moment donné, ça serait correct aussi de ne pas les réguler puis de faire là, c'est assez. Serait-tu normal, ça? C'est quand même correct? Oui, ce serait correct. C'est juste de faire attention, par contre, à l'émotion que vous ressentez si elle est en forte intensité. Donc, si ça ressort puis que l'intensité est trop élevée, bien, probablement que le message que vous véhiculez ne sera pas vraiment le bon parce que vous n'êtes pas dans le calme, vous n'avez pas nécessairement réfléchi à tout ça. Ouais. On conseille souvent, quand on parle de milieu de travail, quand on est fâché d'un courriel puis qu'on veut répondre, bien, de juste attendre un peu, peut-être à demain matin, de revérifier un peu son message par la suite pour voir si vraiment vous êtes capable de communiquer ce que vous aviez à dire, mais dans une intensité qui est correcte. Parce qu'une émotion, elle n'est pas permanente, là. Ouais. On dit qu'une émotion, a une durée de vie d'environ 30 minutes à 48 heures. Okay. Donc, laissez-la redescendre un peu. Puis quand vous sentirez que vous êtes vraiment dans un bon état pour transmettre l'information que vous avez à transmettre, là, vous le ferez. OK. Et est-ce que ça veut aussi dire d'essayer d'avoir une certaine empathie envers les émotions des autres, une espèce d'écoute aussi, parce que j'ai l'impression que ça quand la personne elle vient avec son émotion, ben moi, je connais des gens où tu as l'impression, tu parles de quelque chose, puis tu n'as pas l'impression que la personne t'écoute, elle prépare sa contre-offensive, là, puis là, ça devient un débat, puis c'est pas ça qui nous intéresse. Donc, d'être aussi ouvert à l'émotion de l'autre, puis de l'accepter aussi, est-ce qu'il y a ça là-dedans? Oui, effectivement. Puis ce que vous me nommez, en fait, c'est directement l'intelligence émotionnelle. Okay. Donc, ça réfère directement. Je pose la question souvent, est-ce que l'intelligence émotionnelle, c'est d'écouter seulement ses émotions et d'arrêter d'écouter celles des autres? Puis la réponse, bien, c'est faux. L'intelligence émotionnelle, c'est d'être capable d'éprouver de l'empathie pour l'autre, d'essayer de comprendre l'émotion de l'autre. Et quand vous dites d'écouter vraiment et de ne pas se préparer à qu'est-ce qu'on va répondre, ça, c'est vraiment l'écoute active. Okay. Donc, l'écoute active qui est vraiment d'écouter sans interruption ni jugement ce que l'autre a à nous dire. Et ensuite, quand on aura vraiment pris le temps d'écouter, là, on pourra, lorsqu'elle aura terminé, communiquer ce qu'on a à dire. Ouais, pas que ça devienne... J'ai quelque chose à te dire, là, qui peut sembler être un reproche, puis là, tu vas retourner ça en un reproche, puis là, ça va devenir une montagne. Là. Puis finalement, il n'y a rien de réglé au bout du compte parce qu'on n'a pas été capable, pas qu'on n'a pas été capable de se parler, mais on n'a pas été capable de s'écouter. Effectivement. Puis, tu sais, quand on réussit à s'écouter, souvent, la communication, on dit souvent que ça tourne au jeu, là, il faut parler en jeu, non. Mais pourquoi? Bien, c'est parce que quand on dit comment on se sent, quand on parle avec son cœur, avec ses émotions, bien, l'autre, il ne peut pas nous obstiner. Oui. Si je dis « je me sens irritée », l'autre ne peut pas me répondre « non, tu n'es pas irritée ». Oui, c'est ça. Ça m'appartient, donc... Tandis que quand on est accusateur avec un doigt pointé, là, on a le goût de se défendre parce que personne n'aime ça, être mis au pied du mur. Puis même si c'est pas facile de faire ça, des fois, on se sent irrité parce que l'autre nous dit, c'est d'essayer quand même de prendre sur soi, puis d'y aller plus avec des questions aussi. Plutôt que de dire justement « Ah, toi, t'as fait ça, ouais, peut-être que tu me reproches ça, mais toi, par exemple, bien, d'essayer d'y aller avec des questions. OK, puis ce que tu me partages, dans le fond, ça veut dire que tu te sens comme ça. Est-ce que ça veut dire que... Non. Donc, de vraiment poser plus vers des questions, ce qui va l'amener, lui, à avoir plus une introspection plutôt que de regarder seulement ce qu'il a vu de vous, tu sais. Ça va le ramener à lui et à son intérieur. Ah, j'aime ça. On prend une petite pause. Oui. On revient dans 1 minute, le temps d'une pause. À tout de suite. T'es un entrepreneur, tu viens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, t'as des contrats, ça va bien, mais tout ce qui te manque, c'est de la main-d'œuvre. Comment je fais pour le savoir? C'est facile. On en manque tous de main-d'œuvre. Tu penses-tu que moi, j'étais le premier choix pour cette vidéo? Non. Je suis certain que t'as déployé de l'énergie et du temps pour attirer de la main-d'œuvre. Hein, t'as peut-être publié ton offre d'emploi dans le journal, sur Internet,
T'as peut-être même fait une journée porte ouverte avec des hot dogs dans le parking. Puis laisse-moi deviner, les résultats étaient pas très convaincants. Bon. J'ai peut-être une piste de solution pour toi. Là. Place aux jeunes. Là, je t'entends, là, tu dis place aux jeunes, il est complètement dans le champ, le gars avec des lunettes qui sape son café. Là. Ah non, je suis pas dans le champ, là. Place aux jeunes, c'est probablement la solution à ton problème de main-d'œuvre. Place aux jeunes. On n'est pas une entreprise qui vend de la limonade, nous autres. Moi, je cherche du personnel qualifié. Je t'explique, là. Oui, ça s'appelle Place aux jeunes, mais ils sont pas si jeunes que ça. C'est pas un organisme qui fait du recrutement d'un polyvalent. La mission de Place aux jeunes, c'est de mettre en contact des entreprises des régions avec des professionnels diplômés et qualifiés entre 18 et 35 ans. Ben quoi, moi j'ai 32 ans, puis je suis encore très jeune. Je connais Facebook, Instagram, TikTok. Il n'y en a pas d'autres, pas mal ça, hein? Je te l'accorde. Il aurait pu être plus précis dans leur nom d'organisme. Il aurait pu appeler ça Place aux jeunes qualifiés et diplômés entre 18 et 35 ans. Mais il y a un gars au marketing qui s'en est mêlé, puis on est très content. C'est super simple. Tu vas sur le site de Place aux jeunes Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui apparaît quelque part présentement, ça c'est ta job. Tu sélectionnes ton territoire et tu choisis ton agent. Cet agent-là va entrer en contact avec toi, tu vas lui partager tous tes besoins. Il va ensuite chercher parmi une banque de 65 000 candidats. Pas rien, là. Si les démarches ne fonctionnent pas, ils vont quand même faire la promotion de ton offre d'emploi dans tous les événements de recrutement auxquels ils participent. Les chances sont très élevées pour qu'ils trouvent le candidat parfait pour ton entreprise. Puis encore là, c'est pas fini, hein? Séjour exploratoire pour qu'ils découvrent la région, aide dans la recherche d'un logement, invitation à des événements de réseautage. Pendant ce temps-là, je te rappelle que toi, tu fais rien, on s'entend. T'as déjà fait des tentatives de recrutement beaucoup plus compliquées et beaucoup moins efficaces. Ça fait pas mal le tour. Sans frais, j'ai-tu dit? C'est sans frais! On l'aurait dit, on le dit. On peut pas trop le dire, ça. Fait que c'est ça, contacte-les! Vas-y! La raison pour laquelle j'ai choisi de faire l'AEC, c'est un perfectionnement dans le fond personnel. J'ai voulu suivre cette formation pour évoluer dans ce métier. Qu'est-ce que l'AEC comporte? On commence surtout par le théorique, puis ensuite on a le pratique. On a des cours de comptabilité, à faire en langue seconde. On a des cours de management aussi, comment faire avec le personnel quand on va en avoir ou si on en a déjà. Fait que dans le fond, l'AEC se donne la plupart du temps en ligne, du lundi, mardi. Mercredi, jeudi, on le fait ici. Ça se fait super bien. Là. Cette AEC, c'est vraiment une expérience à vivre. Ça nous permet justement de toucher à tout, puis vraiment avoir un bon ensemble là, de qu'est-ce que c'est le milieu de l'hôtellerie et de la restauration. On est de retour et on continue de parler de santé mentale avec Roxane Bouchard. Si vous avez manqué les 3 premières astuces, il faut aller écouter la première demi-heure. Maintenant, on est rendu à l'astuce 4, en fait, pour la promotion, la prévention de la santé mentale. Quelle est-elle? Oui, bien c'est ça, on a parlé de la 3 qui était s'accepter un petit peu plus on a parlé longuement, en 1, là. par exemple. Mais bon, oui, c'est on ça. est de même, nous autres. Donc, la 4, ça se trouve à être se ressourcer. Donc, de faire des choses qui nous font du bien. Oui, pas faire tu sais, souvent, on a l'habitude, des fois, je sais pas, là, mais tu sais, de faire des choses, peut-être des fois quand on est en couple, qui font du bien à l'autre, ou on a l'habitude, puis des fois, on s'oublie à travers tout ça, puis là, ça nous ferait du bien de juste revenir à nos bases. Comment on réalise qu'on a besoin de se ressourcer? Bien, en fait, la petite histoire, la petite réflexion que je donne souvent dans mes conférences, c'est je donne l'image, en fait, d'un melon d'eau. Puis je dis à la personne, si je vous demande, par exemple, de couper ce melon d'eau-là le plus vite possible avec un couteau à beurre, comment allez-vous vous y prendre? Écoute, un bon coup sec au milieu, puis après ça, ben, je le lève puis je le lance par terre. Ça va éclater, je sais pas. C'est souvent les réponses que je reçois. Et en fait, c'est de tout simplement se dire, pourquoi je ne changerais pas de couteau? Ah, ben oui.
Parce que C'est tellement beau. C'est simple. des fois, dans le rythme effréné de la vie, ben, on se dit qu'on a une production à donner, un rendement à livrer. Et donc, parfois, on ne prend pas toujours un pied de recul pour se demander, est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est vraiment efficace? Autant dans la vie professionnelle que personnelle, des fois, il faut prendre un pied de recul puis se dire, dans le fond, si je suis en train de couper mon melon avec un couteau à beurre, je vais juste m'épuiser. Puis ce ne sera pas super efficace. Non. Alors, d'essayer de prendre ce recul-là, de dire, ouais, je devrais peut-être prendre des moments parfois pour me ressourcer, parce que quand je me ressource, je remplis mon pot énergétique, si je peux dire, et ça me permet de mieux faire les choses. Mais c'est pas tout le monde qui a cette capacité-là à prendre un pied de recul. On entend de plus en plus parler du présentéisme. Peut-être vous connaissez ce terme. Donc, tout le monde sait c'est quoi l'absentéisme. On s'absente du travail. Mais le présentéisme, c'est d'être là dans mon milieu de travail, mais de ne pas être là mentalement. Ce qui fait en sorte que la production, elle ne se fait pas vraiment parce que je n'ai pas la motivation pour, je n'ai pas l'énergie pour. Donc, au final, ça engendre des coûts COUTS pour l'entreprise et des coûts COUPS pour la personne, parce que son état fait juste se détériorer. Mais c'est les modèles un peu que les Scandinaves ont exploités en mettant des journées de 6 heures ou des semaines de 4 jours pour permettre et de voir que la productivité était aussi bonne, sinon meilleure, parce que quand tu étais au travail, tu étais heureux puis tu fonctionnais davantage parce que tu avais eu le temps de te ressourcer. Est-ce que c'est de ça qu'on parle? Là? Oui, effectivement. Puis de plus en plus, on voit justement des pauses qui sont imposées dans les milieux de travail. Donc, de prendre des pauses pour... que ce soit de méditer, de faire des petits étirements, d'écouter une petite vidéo qui nous fait rire, des choses comme ça. Donc, ça a vraiment des effets là, positifs sur la productivité et la motivation des employés. Là. Donc, se ressourcer, c'est ça. C'est vraiment d'essayer de remplir son pot énergétique, parce qu'on peut s'imaginer un peu que notre vie, ça se trouve à être comme un pot énergétique. Hein? On va piger dedans autant dans notre vie professionnelle que personnelle et tout. Puis, à un moment donné, bien, mon pot, il n'y en aura plus assez d'énergie. Alors, à ce moment-là, bien, je vais avoir 2 choix. Soit je fais des activités qui sont neutres, donc qui ne me mettront pas en action. Ça va permettre à mon pot d'arrêter de se vider, mais ça ne le remplira pas, par contre. Donc, les activités neutres, c'est par exemple faire de la tablette, écouter une petite série Netflix, des choses comme ça. Mais si je veux remplir mon pot, je dois faire des activités énergisantes qui vont me mettre en action. Donc, c'est des choses qui... En fait, que j'aime, comme faire de la lecture, ça peut être de chanter, ça peut être de cuisiner, faire un sport, peu importe. Alors, on a tendance à penser que quand on veut se ressourcer, il faut juste se reposer sur le divan, mais c'est pas ça. C'est vraiment de faire des activités qu'on aime, puis ça va remplir mon pot énergétique. Ça va nous faire du bien. Oui, effectivement. OK. Donc, on est rendu à l'astuce numéro 5, non la moindre. Découvrir. Découvrir. Donc, découvrir, c'est... être à la recherche de nouveaux plaisirs ou de nouvelles sphères de notre vie qu'on ne connaît pas puis qui pourraient peut-être aussi nous faire plaisir. Des fois, on est dans notre petit paradigme hein, puis on n'ose pas trop aller ailleurs. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est vraiment de s'ouvrir à l'inconnu. D'aller vers la nouveauté le plus possible, d'avoir une ouverture d'esprit. Donc, c'est ça, c'est vraiment d'essayer d'aller vers les personnes qui, a priori, peut-être, nous interpellent pas, mais on pourrait justement apprendre à découvrir une personne et avoir d'agréables surprises. Et la même chose pour les activités aussi. Tu sais, s'il y a quelqu'un qui vous dit hey, est-ce que ça tente d'essayer le ski de fond en fin de semaine? J'en ai jamais fait de ma vie. Peut-être, oh non, ça m'intéresse pas. Bien, peut-être que finalement, si je décide d'y aller, je vais découvrir une passion. Peut-être pas non plus. Oui, peut-être que ça va juste confirmer que tu as eu ça. C'est ça. Ça va élargir mes horizons. Puis c'est sûr que d'avoir une ouverture d'esprit, bien, ça facilite aussi les relations avec les autres, ça déconstruit les préjugés. Je vais avoir un meilleur développement personnel aussi, parce que si j'ai la capacité de me remettre en question, bien, je vais avoir un développement personnel qui va être beaucoup plus rapide que si je suis toujours campée sur mes opinions, puis que je me dis non, c'est comme ça, c'est moi qui ai raison, la vérité, c'est ça. Donc... Mais tu sais, dans la théorie des paradigmes, là, je reviens à ça, tu sais, Thomas Kuhn, il démontrait que l'être humain, il est vraiment réfractaire au changement. Tu sais, il a comme peur, justement, de découvrir ou d'aller ailleurs. Comment on peut s'obliger ou... Comment on peut réussir à le faire, tu sais, à se... Pas à s'éduquer, mais à se convaincre là, que c'est une bonne chose d'essayer quelque chose qui nous a jamais appelé, je sais pas. Bien, ça réfère un peu à l'astuce Agir où on a parlé de sortir de sa zone de confort. C'est d'essayer de rechercher de la nouveauté pour justement apprendre des nouvelles choses, voir des nouvelles choses, puis ça nous permet de mieux nous connaître aussi.
Ouais. Donc, comme je vous ai parlé de l'activité de faire du ski de fond, bien, c'est sûr que si je la fais pas, bien, je ne saurais pas si j'aime ça ou si j'aime pas ça. Puis ça va être la même chose dans mes relations, dans mes décisions. Donc, c'est vraiment de se dire qu'à travers ça, bien, je vais apprendre à me connaître davantage. Et je vais être plus en mesure ensuite de faire face aussi aux obstacles, aux défis de la vie, parce que je vais avoir développé des stratégies d'adaptation. Je vais me dire, OK, je fonctionne d'une telle manière dans cette situation-là, dans une autre, je réagis de telle manière, et ainsi de suite. Ça me fait, je ne sais pas pourquoi, mais ça me fait penser au film avec Tom Hanks, Seul au monde, Oui. où il était... Ben oui, mais c'est parce qu'à un moment donné, il est obligé, là, sinon il va, ben justement, je veux dire, il va virer fou, là, c'est peut-être pas le bon terme là, dans une entrevue sur la santé mentale, mais ouais, je pense qu'on a besoin, à un moment donné, d'essayer. Puis j'aime ça ce que tu apportes, parce que c'est vrai qu'au bout du compte, si pas essayer, c'est certain de jamais réussir ou de jamais découvrir, tu sais. Effectivement. Tandis que quand tu essaies, au moins, tu as une meilleure idée. Puis on va avoir un meilleur œil aussi. Notre image, en fait, pour représenter découvrir, ça se trouve à être une montgolfière, mais par-dessus la montgolfière, on voit une pelure d'orange. Pour faire prendre conscience, en fait, qu'il faut aller au-delà des apparences pour vraiment connaître les autres, connaître les choses, de faire prendre conscience qu'un voyage en montgolfière, bien, c'est sûr que je n'aurai pas la même perspective sur le sol que dans le haut. Que dans les airs, pardon. Ouais. Donc, c'est de faire prendre conscience de tout ça. Là. Il faut s'ouvrir, justement, Passer pour avoir... par-dessus l'impression qu'on a d'une activité ou d'un sujet. Ou, Effectivement. OK. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Astuce numéro 6. Oui, choisir. Choisir. Oh! Là, moi, j'ai une longue historique de mauvais choix dans ma vie. J'ai hâte de t'entendre là-dessus. Bien, en fait, on dit que choisir, c'est de faire des choix en fonction de ses valeurs, de ses priorités, de ses limites. C'est de les assumer, de les reconsidérer aussi. Ouais. Donc, on fait des erreurs, c'est normal, c'est humain. On en a fait par le passé. Aussi, là, on va en faire dans le futur aussi. Donc, il faut entretenir une certaine autocompassion par rapport à ça, qui réfère à l'astuce s'accepter. Oui, ouais, j'aime ça. Il y a des liens. Oui, il y a vraiment des liens entre les 7. Là. Donc, c'est ça, c'est de se dire, bien, j'essaie de faire le plus possible de choix qui sont en fonction de mes priorités, mes valeurs. Et la métaphore que je fais souvent, ça se trouve à être le bocal des priorités. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Ça se trouve à être une technique d'impact qu'on utilise beaucoup, où on dit que le bocal, ça se trouve à être ma vie. Puis à l'intérieur, je vais y placer, par exemple, des balles qui se trouvent à être mes valeurs prioritaires dans ma vie. Donc, la famille, les amis, le travail, qui est aussi important, mais peut-être un peu moins que les amis, la famille, là, mais le travail, la maison, la voiture, la job, ainsi de suite. Et donc, mon pot, bien, il est déjà quand même assez plein. Et la métaphore que je fais, c'est que je dis qu'on ajoute souvent des choses supplémentaires à ce pot-là qui ne sont pas importantes. Donc, je prends un petit pichet d'eau, là, ça se trouve être l'eau, les choses pas importantes. Puis les choses pas importantes, c'est par exemple, il me manque du lait dans le frigo, il faut que j'aille faire ma brassée de lavage, il faut que je fasse telle chose. Et donc, je fais comme remplir mon pot avec l'eau, puis ça fait en sorte que mes petites balles, qui sont mes priorités, bien, elles sortent du pot. Fait qu'on remplit notre pot, finalement, de choses peu importantes. Puis on oublie les essentiels, en fait. Effectivement. Donc, ça fait en sorte que les priorités prennent le bord. Alors, c'est d'essayer de se recentrer là-dessus, de se dire, est-ce que tout le temps, l'énergie que je mets dans ma vie, je le consacre aux choses qui ont davantage de valeur, de priorité à mes yeux? Si, par exemple, j'ai l'impression que je suis toujours au travail, que ça prend beaucoup de place dans ma vie, c'est d'essayer de voir, est-ce qu'il y aurait possibilité que j'investisse un peu moins de temps, un peu moins d'énergie dans le travail, que ce soit en demandant à mon supérieur de réduire mes heures, que ce soit en demandant à mes collègues peut-être de m'aider parce que je ressens une surcharge de travail. Juste ça, sans réduire les heures, bien, ça peut quand même enlever un poids sur mes épaules. Parce que si je vous demande de jongler avec 2 balles à la fois, ça devrait bien aller. 3 balles, on commence à moins se sentir bien. Oui, à 2 Puis 4 balles, commence à paniquer pas mal. Hein? Fait qu'on essaie de dire, bien, arrêtez de jongler toujours avec 4 balles. Donnez une de ces balles-là à quelqu'un pour vous faire aider. Parce que c'est aussi ça, choisir. C'est se choisir. Choisir de se faire aider si on en ressent le besoin. Mais se faire aider, bien, on a encore beaucoup de difficultés avec ça parce qu'on a l'impression que c'est de la vulnérabilité, de la faiblesse. Mais tout ça, c'est un conditionnement culturel, un préjugé qu'on a. Alors que, en tant que tel, quand on se fait aider, bien, on est en meilleure santé.
on est plus performant. Et on dit même que ça augmente l'estime de soi de la personne qui nous donne son aide. Donc, pourquoi ne pas demander de l'aide plus souvent? Oui, ouais, absolument. Puis, je ne sais pas si c'est vrai, je te pose la question, mais tu sais, on le voit, entre autres, là, sur les statistiques sur, bon, là, je pense au suicide, où on voit beaucoup qu'il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Puis ce que j'entends, c'est que c'est souvent parce qu'ils ont plus de difficultés, les hommes, à demander de l'aide. Est-ce que c'est vrai, ça? Ou... Les femmes aussi. Les femmes aussi? Oui. Okay. On a beaucoup de difficultés à demander d'aide. Un petit peu comme je vous ai dit au départ de l'entrevue, c'est quand même le 2/3 des gens qui n'iront pas chercher de l'aide par peur du jugement d'autrui. OK. Donc, puis une personne sur 2 qui ne le dira pas à leur propre famille. Ah oui, OK. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont cette difficulté-là à aller demander de l'aide. Puis ça fait en sorte que, dans le fond, leur état fait juste se détériorer, tu sais. Ouais. Alors que ce serait important, justement, de le prendre avant que ça se détériore. Souvent, on attend parce qu'on se dit, bien, je vais quand même pas si mal, tu sais. Il y en a qui sont pires que moi. Ouais. Ils se disent oui. ça. Mais si on se dit ça, puis que ça continue, bien, on va devenir comme ces personnes-là dont on parlait, Oui, tu je sais. comprends. Donc, c'est de ne pas se dire, je vais attendre d'être au pire de moi-même pour demander de l'aide. Rebondir avant d'être dans le fond du baril. Là. Prévenir avant de guérir. Ah, ben j'aime ça. Même Donc, combat. d'où notre raison d'être, la prévention. 7e astuce pour se recharger, on serait à quoi? Créer des liens. Créer des liens. Donc, Oui. un réseau social, réseau familial, puis des gens positifs. J'imagine que là-dedans, il faut aussi faire... On revient à choisir, me faire des choix. Des fois, on a des gens qui nous côtoient qui ne sont pas toujours positifs, puis qui nous amènent dans une spirale négative. Là, donc, c'est un peu peut-être les tasser. C'est tout ça aussi? Ben oui, vous m'avez devancé. Vous avez dit exactement ce que j'aurais dit. Donc, c'est vraiment de s'entourer de relations qui nous font du bien. Souvent, c'est les gens avec qui on va faire les activités énergisantes qu'on a vues dans Se ressourcer. Ouais. Parce qu'on repart puis on se sent avec plein d'énergie, on est motivé, on est content. Et malheureusement, bien, il y a aussi des relations qui sont moins saines. Donc, où, tu sais, des fois, on revient de cette rencontre-là avec cette personne, puis on se sent donc épuisé, fatigué, on n'a plus de jus, plus d'énergie. Bien, souvent, c'est des relations, au contraire, qui ne nous font pas du bien. Donc, c'est d'essayer de se distancer de ces relations-là le plus possible, parce que, justement, ça ne nous fait pas de bien, tu sais. Oui, on a besoin. OK, donc on a passé à travers les 7 astuces. Je trouve ça... J'aime beaucoup ça parce que, bon, moi, je suis beaucoup dans la théorie de l'escalier. J'ai l'impression qu'on monte des marches puis qu'on associe tout ça pour se rendre là, à plus haut. Là, on a... Ça, c'était le côté promotion ou on était aussi dans prévention là-dedans? Quand on faisait ces astuces, on est dans les deux. OK. Vous, là, quand vous dites que vous êtes conseillère pour Santé mentale Québec, c'est quoi le rôle ou les services que vous offrez? Il y a les conférences? Oui, donc c'est principalement des conférences. Okay. Donc, notre but, dans le fond, c'est vraiment de sensibiliser, d'informer les gens aux saines habitudes de vie en santé mentale, que ce soit par des conférences, des kiosques d'information, nos réseaux sociaux aussi, des capsules vidéo. Donc, on fait pas mal d'affaires là, pour... Pour voir vos capsules ou pour voir vos sites Internet, vous avez sûrement ça? Mais bien sûr. C'est quoi? On veut le savoir. Donc, santémentalelac.com. OK, bon, c'est facile, santémentalelac.com. Tu parlais aussi de kiosques. Moi, je trouve ça intéressant. Par exemple, moi, je travaille dans un cégep. Je fais, ça serait peut-être intéressant de vous avoir. Comment on peut communiquer avec vous? Comment ça fonctionne? Tu sais, si moi, j'entends ça, j'étais à la maison, je fais, hey, peut-être que je pourrais dire à mon patron de faire venir un kiosque. Peut-être que ça ferait du bien. Je sais pas, là, on jase. Mais écoutez, on est accessible sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous envoyer un message sur Facebook, sur Instagram, directement sur notre site web. Il y a un petit formulaire nous joindre. Okay. Donc, ça se fait par là aussi. On est une équipe super dynamique, super le fun. Donc, il ne faut pas être gêné de nous parler. On est toujours, oui, pour toutes sortes de projets, toutes sortes de rencontres. Puis on en fait justement des kiosques dans les cégeps, les écoles. Puis c'est toujours super apprécié. On a une belle roue, un petit peu comme la roue de la fortune. On tourne ça. Puis là, quand on arrive, par exemple, sur l'astuce s'accepter, bien, on va poser une petite question en lien avec cette astuce-là. Et tout ça avec les sites, là, les sites d'astuces. Il nous reste un peu de temps. Là. Quand vous rencontrez les gens, parce que vous faites beaucoup de terrain, je pense que c'est intéressant aussi de pas juste être dans la théorie, là, mais vous faites beaucoup de terrain.
qu'est-ce que les gens qui vous approchent, là, c'est quoi les pièges dans lesquels ils tombent le plus régulièrement? Puis comment on peut éviter ces pièges-là? Pouvez-vous préciser Ben, je sais pas, pièges? je sais pas, on a des problématiques. J'imagine que, bon, il y a sûrement une typologie des problématiques en santé mentale. Moi, je connais rien, là. Je parle là, vraiment à travers mon chapeau. Mais, puis, on s'aperçoit que dans l'ensemble de la société, il y a certains problèmes qui sont mineurs, mais qu'on voit souvent, puis que les gens sont là-dedans, mais ils ne s'aperçoivent pas des fois qu'ils ont une certaine problématique ou pourraient s'en sortir. Ce serait quoi ces pièges-là? Ou comment on peut éviter, je ne sais pas, là, y a-t-il des manières un peu de voir venir? Tu sais, je ne sais pas, c'est dans la... C'est plus clair? Oui, c'est plus clair. C'est vrai qu'il y en a qui n'ont pas nécessairement cette conscience-là. Puis, en fait, c'est d'essayer de regarder son corps, de regarder les manifestations de son corps parce qu'il y a des choses à nous communiquer. Okay. Au niveau des émotions, si on s'empêche de les vivre, à un moment donné, il va y avoir des répercussions sur mon physique, sur mon cognitif. Ça va être la même chose avec le stress, la même chose avec l'anxiété. Donc, c'est d'essayer de séparer son esprit de son corps, de se dire qu'est-ce que j'observe, qu'est-ce que je vois. Fait que peut-être que, je sais pas, moi, la personne peut dire « Ouais, c'est vrai que j'ai des tensions un peu au niveau du cou ces temps-ci, je dors pas très bien, j'ai des maux de tête. » Alors, qu'est-ce que ça voudrait dire, ça? Ouais. Bien, d'essayer d'observer ça puis de dire « Ouais, peut-être que ces temps-ci, c'est vrai que je ressens du stress, de l'anxiété, que ce soit au niveau professionnel, par exemple, j'ai des surcharges de travail, ou au niveau personnel, difficulté à concilier travail-famille, peu importe. » Et d'essayer de justement voir c'est quoi le besoin derrière ça. Donc, OK, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de soutien. Alors, soit je vais aller demander de l'aide de personnes de mon entourage ou d'aide de professionnels de la santé aussi. Et donc, je réponds à mon besoin en faisant ça. Donc, je vous dirais que c'est vraiment d'être à l'écoute des signes, des symptômes. Que notre corps essaie de nous communiquer. Donc, ça réfère vraiment à ressentir parce que, dans le fond, ressentir, c'est un message que notre corps nous donne pour nous dire « Hey oh, il y a peut-être un besoin à combler ici que tu ne fais pas, tu sais. » Puis on en parle aussi dans notre conférence portant sur l'anxiété. Bien, le stress, c'est en plein ça aussi. Tout ce qui est de stress, anxiété, deux concepts qui se ressemblent beaucoup. C'est quoi la différence? Le stress, c'est que je vais vraiment réagir en fonction d'un stimulus dans mon environnement, dans le moment présent. Okay. Alors que l'anxiété, c'est une anticipation, donc c'est dans le futur. Okay. Donc, si je peux vous donner un exemple, bien, le stress, c'est je suis dans le trafic actuellement et je crains d'arriver en retard au travail. L'anxiété, ce serait demain, j'ai peur d'arriver en retard, fait que je vais préparer mon lunch à l'avance, je vais faire telle affaire pour être sûre de ne pas arriver en retard. C'est bon, donc, c'est un petit peu la différence entre les deux, là. Okay. Donc, tous dans notre vie, on va vivre du stress, de l'anxiété. Personne ne va y échapper. Alors, c'est quelque chose qui est tout à fait normal, là. Mais pour revenir à la question, eh bien, c'est ça. Si on ne règle pas ces problématiques-là de stress, d'anxiété, bien, à un moment donné, notre corps va nous le faire savoir parce que je vais tellement mettre toute mon énergie dans ce stress ou cette anxiété-là aux dépens d'autres systèmes, tels que le système immunitaire, ce qui va me rendre plus vulnérable aux infections, aux maladies. Donc, mon corps, à un moment donné, si je ne réponds pas à ses besoins, il va me le faire savoir. Il va tomber malade. Ouais. Une question, je suis curieuse. Moi, je suis curieux, là. Moi, je travaille dans un milieu scolaire. On voit, je vais utiliser le mot explosion des cas d'anxiété, mais là, on met là-dedans anxiété de performance, bon. Dans le milieu scolaire, au niveau des étudiants, est-ce que c'est parce qu'on en parle davantage ou est-ce que, et parce qu'avant ça existait, mais on en parlait peu ou on cachait ça parce qu'on ne voulait pas trop parler de santé mentale, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose de nouveau en lien avec notre mode de vie actuel? Je pense que c'est un mélange des deux. Parce qu'on a vu qu'avec la technologie, il y a plusieurs choses qui fait que ça augmente notre anxiété, en fait. On parle du infinite scroll, je ne sais pas si vous savez. Donc, de toujours défiler, tout ça, de beaucoup de comparaisons aussi avec les autres, des apparences et tout ça. Alors, il y a beaucoup la technologie là-dedans qui va contribuer à l'anxiété. Il y a le fait aussi de la génération actuelle qui est différente, puis il faut s'adapter aussi à cette génération-là. Mais ça va faire en sorte que ça va augmenter aussi l'anxiété. Oui, on en parle plus, fait que peut-être que, heureusement, étant donné qu'on en parle plus, il y a plus de gens qui vont aller chercher de l'aide, même si on pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire à ce niveau-là.
Mais je pense que ça se trouve à être un mélange des deux, de part et d'autre que notre société n'est plus celle qui était il y a quelques années. Puis et là, donc, on doit s'adapter à toute cette nouveauté-là. Là. Oui, puis ce qu'on voit beaucoup, c'est l'éco-anxiété là, sur le spectre de fin du monde, l'environnement. Puis je pense que c'est légitime là, d'avoir peur un peu de ce qui s'en vient. Là. Comme les gens des années 50 avaient la peur de la guerre nucléaire. Nous, je pense que c'est au niveau de l'environnement. Puis ça, je sais pas, là, moi, je dis ça, j'ai pas de théorie, mais de données ou de sondages qui vont valider ça, là, mais je pense que c'est une grave problématique. Comme parent, là, moi j'ai 3 enfants, là, comme parent, là, est-ce qu'il y a une manière aussi je ne dirais pas de dépister, mais essayer de voir si nos enfants ne pourraient pas développer des problèmes d'anxiété, puis comment on peut les aider à passer à travers ça? Bien, encore une fois, c'est d'essayer d'observer les symptômes aussi, d'observer... Parce qu'un enfant, des fois, ça comprend pas trop comment ça agit, même des fois les adultes, là, mais... Fait que c'est d'observer, d'être à l'écoute. D'observer, d'être à l'écoute, de communiquer toujours avec ses émotions aussi, donc de dire je me sens inquiet de ta situation, avec franchise. J'aimerais ça qu'on se parle, tu sais, de ne pas avoir peur de dire aussi les vraies choses avec nos adolescents, les enfants, parce que on a comme l'impression qu'on veut les préserver de toutes les problématiques du monde, mais ils sont très conscients de tout ça. Alors, il faut les prendre pour des adultes, parce que sinon, ils vont décrocher, c'est sûr. Donc, prenons-les comme des adultes, communiquons avec eux en les considérant tels quels, puis ça va être déjà plus facilitant là, d'avoir une conversation avec eux. Là. Mais c'est dommage fantastique tout ça. Merci Roxane Bouchard, c'était très... J'ai pas de mots, là, mais comme tu disais, tu l'as bien nommé, hein, ça a l'air niais. Tu sais, quand on en parle, fait comme, ben oui. Puis là, après ça, mais je le fais-tu, tu sais. Parce qu'on est bon, des fois, pour donner des conseils aux autres, tu devrais, mais je pense qu'on s'oublie trop souvent là-dedans. Puis c'est difficile parce qu'on est dans un monde qui va vite, où, bon, là, tu parlais de la technologie, mais le travail, notre mode de vie occidental aussi, là, où on n'a jamais trop appris à se reposer ou à prendre du temps pour soi. Donc, merci d'avoir été là. J'aimerais ça te revoir pour un autre sujet. Non, mais c'est super le fun. Tu vulgarises super bien, là. C'est intéressant. Fait que merci d'avoir été là. Merci aussi à vous de nous avoir écoutés et soyez avec nous la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Échangeurs Turcotte. Bonne semaine.